Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, avec Home Transition, nous allons vous parler du contrat de séjour en EHPAD. Cette visioconférence est financée par la Conférence des financeurs de la prévention et de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne avec le concours de la CNSA. Merci de votre participation. Je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, répondre à vos différentes questions que vous pouvez poser dans l'onglet Conversation ou questions-réponses sur ce nouveau modèle. Et puis, je suis là aussi pour gérer les éventuels problèmes techniques. Et sachez qu'à la fin de cette visioconférence, vous qui êtes en direct, vous pourrez ouvrir vos micros et poser des questions à Marie-Hélène, qui est notre intervenante du jour. Et si vous êtes en replay, je vous invite à vous inscrire pour nos prochaines visioconférences pour nous retrouver en direct. C'est sur go.movadom.com/visio. Marie-Hélène, je te laisse te présenter et nous expliquer le contrat de séjour en EHPAD. Oui, bonjour à tous. Euh, on a prévu d'évoquer le contrat de séjour en EHPAD, mais il y a le contrat d'hébergement, mais il y a aussi le contrat de service qui a à peu près les mêmes fonctionnalités, si ça peut vous intéresser. Alors, je suis Marie-Hélène Isernreal, avocat au barreau de Paris. Je fais la formation des avocats en protection des majeurs depuis 1997 et j'essaie d'adapter le droit civil au droit de la santé et au droit du Code de l'action sociale et des familles, dont fait partie le contrat de séjour. Alors, on va faire peut-être en trois parties. Très rapidement, qu'est-ce qu'un contrat de séjour et d'hébergement? Qu'est-ce que doit-il contenir? Et là, j'ai un excellent modèle qui pourra nous servir. Et j'ai aussi travaillé la nouvelle loi qui porte un titre un peu ésotérique puisqu'il s'agit de la loi qui prévoit différentes mesures pour bâtir le bien vieillir et l'autonomie en France. Voilà. Donc, c'est une loi qui est assez importante, mais qui finalement n'apporte pas grand-chose, à mon avis. C'est une loi du 10 avril 2024. Donc, on va essayer de s'actualiser un petit peu. Et enfin, je vous donnerai quelques tuyaux, entre guillemets, pour savoir comment faire valoir les droits de votre proche ou vos droits vous-même dans ce type de contrat. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui font partie, qui sont des professionnels en fait hein, du CCAS. Donc, Tout à effectivement, fait. c'est intéressant. Je vais d'ailleurs faire des formations l'année prochaine au département, au personnel du département du Val-de-Marne, qui est très demandeur en la matière. Voilà, donc qu'est-ce qu'un contrat d'hébergement et de service? Alors, ce sont des contrats qui sont relativement anciens, puisqu'ils sont prévus par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Et ces mêmes contrats s'appliquent aux prestations en établissement et à domicile. Et ils sont même antérieurs à la grande loi Kouchner sur la rénovation du Code de la santé publique, qui pourtant qui est du 4 mars 2002 et qui s'applique à tous les établissements médico-sociaux, car en France, il se trouve que pour des raisons historiques sans doute, l'hébergement privilégie le soin, alors que peut-être maintenant, on devrait privilégier le confort et le mode de vie dans les établissements d'hébergement. Mais c'est ainsi. Alors, il y avait trois grandes difficultés pour l'application de ces lois. C'est que par commodité, en vue de protéger leurs responsabilités, les professionnels préfèrent privilégier la sécurité et le respect du règlement plutôt que le respect de la personne elle-même et de ses relations sociales et familiales, ce qui pose de grandes difficultés et n'est pas l'application de la loi. Nous verrons pourquoi. Comme le service public de la justice n'a pas les moyens de régler ces difficultés dans un délai, dans des conditions raisonnables, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits humains,
puisque la Convention internationale oblige les États à donner des solutions juridiques et de faire des procès dans des délais raisonnables. Nous n'avons pas les moyens en France en la matière de respecter ce texte. Et effectivement, de ce fait, une autre maltraitance institutionnelle s'ajoute à la première en raison de l'impuissance des personnes à faire valoir leurs droits dans les tribunaux. Et la troisième difficulté, c'est que si le droit de la consommation a imposé la notion d'usager du service public et de justiciable pour la justice, cette notion d'usager, c'est-à-dire de quelqu'un qui a une relation équilibrée dans un contrat, parce que nous parlons d'un contrat où les deux parties sont censées avoir des droits équilibrés et signés en toute connaissance de cause. Or, nous savons évidemment que ça n'est pas le cas. La loi du 4 mars 2002 a octroyé des droits aux patients qui est désormais qualifié de personne. Chacun dispose d'un droit fondamental à la santé, au respect de sa dignité, sans discrimination, à l'atténuation de la douleur et aux soins palliatifs, à une vie décente jusqu'à sa mort, au libre choix de son médecin. Et qui sait qu'il existe un recours déontologique en droit de la santé, dans le code de déontologie médicale, il existe un recours déontologique en matière de discrimination. Alors, on ne va pas énumérer tous ces textes qui sont extrêmement importants parce qu'ils s'appliquent aussi bien en droit de la santé que dans le code de l'action sociale et des familles qui transposent ces obligations dans le contrat de séjour. Voilà, alors le Code de la santé publique est très clair dans la recherche d'un juste respect de la liberté et de la dignité de la personne, mais celle-ci est censée avoir les connaissances et les moyens nécessaires afin de poser le respect de ses droits au moment d'entrer en institution et de consentir aux soins. Or, c'est plus souvent pour des raisons économiques que la personne est emmenée par ses enfants avec ses petites valises et on lui dit, Madame, est-ce que vous êtes d'accord pour entrer en institution? A-t-elle le choix de dire non? Tellement il est difficile de s'organiser à domicile et tellement ça coûte cher d'avoir un 24-24 à domicile, c'est-à-dire 24 une personne, des aides à domicile pendant 24 heures sur 24, c'est-à-dire tous les jours. Voilà, donc l'état de la santé de la personne, par définition, elle ne lui permet pas de connaître ou même d'exprimer ses besoins et encore moins de faire respecter ses droits. Voilà, alors c'est pourquoi la loi, théoriquement, ne reconnaît aucun droit aux professionnels, il lui reconnaît des obligations. Dans un contrat de séjour, bien que ça soit un contrat de séjour et d'hébergement, le professionnel n'a pas tous les droits, il doit garantir le respect de la dignité, de la liberté et de la sécurité du patient. Et comme très souvent, il y a un conflit pour le professionnel entre la liberté du patient et la sécurité, c'est la sécurité et le pouvoir du lieu, le pouvoir du directeur, le pouvoir du médecin qui s'impose aux patients. Et ça n'est pas normal et ça n'est pas régulier. Alors, il y a un autre sujet aussi, c'est que le droit social, peut-être que ceux qui ont suivi mes conférences d'abord, déjà, je vous l'ai répété à plusieurs reprises, le droit social a la difficulté à faire la différence entre l'octroi des droits sociaux, c'est-à-dire l'APA, et, pardon, et le respect des droits fondamentaux, le droit à la liberté, à la dignité. Et on dit qu'à partir du moment, enfin, on pense que le contrat de séjour, c'est un contrat de droit à des prestations que l'on doit payer. Et avec ceci, en plus, l'intervention, quelquefois, de l'aide sociale.
Alors, ce principe de la liberté contractuelle qu'impose notre Code civil est pas du tout respecté dans le cadre d'un contrat d'hébergement parce que on privilégie la question financière, on ne se préoccupe dans l'établissement que de la question financière et non pas de la question des droits qui doivent être respectés, notamment sur le consentement aux soins et sur la participation de la personne hébergée à ces soins. Pourquoi? Parce que c'est la nature du contrat qui existe. Et ce n'est pas parce que c'est un contrat qui est réglementé, c'est-à-dire que l'établissement, on ne rentrera pas dans les méandres de la tarification, mais l'établissement doit respecter une certaine tarification. Il doit respecter un quota de places réservées à l'aide sociale, quel que soit son statut, mais c'est un contrat réglementé. Mais ce n'est pas pour ça que ça n'est pas un contrat libre, c'est-à-dire parce que tout est écrit dans les textes, qui ne sont d'ailleurs pas respectés tellement ils sont compliqués, théoriquement, on devrait pouvoir contester la manière dont le contrat est exécuté, car ce n'est pas un contrat d'adhésion. Quand vous achetez un billet de SNCF, vous payez le prix et ensuite vous vous libérez auprès de la SNCF pour les modalités du transport, etc. On ne peut pas considérer que le contrat d'hébergement, compte tenu de la nécessité de respecter les grands principes fondamentaux, soit un contrat d'adhésion. C'est-à-dire, je vous donne tous les pouvoirs, je vous laisse la possibilité d'exercer le contrat. Vous voyez à quel point on est loin dans la pratique de cet état d'esprit. Et donc, il faut se référer à l'article L116-1 du Code de l'action sociale et des familles. Dans un cadre interministériel, l'objectif est la promotion de l'autonomie et de la protection de la personne. Recherche de l'autonomie. Dans un contrat d'EHPAD, on a quelques difficultés à comprendre cet objectif. Promotion de la cohésion sociale, exercice de la citoyenneté, prévention de l'exclusion et la correction de ses effets, évaluation continue des attentes et des besoins des populations concernées. Alors voilà les différentes pratiques, les différents problèmes théoriques, plutôt ce ne sont pas des problèmes, énoncés théoriques qui doivent être respectés dans un contrat de séjour. Et comme la mise en œuvre de ces principes, c'est par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales, on ne s'y retrouve pas. Et c'est extrêmement difficile de faire exercer ces droits dans cette confusion intellectuelle sur la nature du contrat. Alors, on parle maintenant, nous, en droit, de la nature du contrat, mais aussi du régime du contrat. Eh bien, c'est l'article L116-2 du Code de l'action sociale et des familles qui rappelle une évidence qui est reprise dans la charte de la personne hébergée, que vous avez tous reçu pour vos parents ou pour vous-même si vous êtes concerné, ce qui n'est pas certain. C'est ainsi que le respect de la vie privée inclut la protection du secret des correspondances. En particulier, le placement sous tutelle exclut la censure du courrier privé du majeur. Doit respecter la dignité de la personne, le respect de son domicile et, d'une manière générale, le respect de sa vie privée, sous peine parfois de sanctions pénales. Alors, vous voyez que c'est assez compliqué. Il y a eu un décret, le 26 novembre 2003, qui donne des précisions sur le règlement de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux. Il comporte des dispositions obligatoires et doit préciser les modalités concrètes d'exercice des droits et obligations de la personne accueillie. Donc, nous passons du point de vue, enfin, de l'énoncé des grands principes à leur application. Et c'est là que tout se complique. Comment fait-on? Eh bien,
Il est prévu aussi d'associer les familles à la prise en charge et à la vie collective et à l'établissement, l'information des usagers, des protocoles d'intervention en matière de sécurité et de sûreté des biens et des personnes, un rappel à la loi indiquant que les violences sont passibles de sanctions pénales ou civiles, ça c'est valable pour tout le monde, le devoir de la personne accueillie, mais aussi le respect du contrat individualisé de prise en charge sur les rythmes collectifs de vie, les prescriptions, des règles d'hygiène individuelles ou collectives et le droit des autres personnes accueillies. Il se trouve que ce contrat est surveillé par la commission des clauses abusives, par et surveillant, comme c'est un contrat par le centre de vérification des clauses euh, abusives, et il y a eu beaucoup de condamnations à propos des contrats. Alors maintenant, ils sont un petit peu mieux rédigés. J'en ai trouvé un là qui était assez parfait en la matière. Donc on y reviendra, mais ça a été assez difficile à mettre en place. Donc il y a beaucoup de difficultés d'application pratique sur cette question. Et vous trouverez ces recommandations qui sont synthétisées sous les références. Alors, Pascal, c'est www.hvillage tout en un seul mot, .com. Alors, c'est slash actualité, mais vous mettez clause abusive des contrats de séjour, recommandation de la DGCCRF, Direction générale de la consommation et je ne sais plus, et contrôle de, je ne sais plus. Donc, vous trouverez là, clause abusive sur les contrats de séjour. C'est assez bien fait. C'est pourquoi je vous le donne en référence. Je vais le chercher, je le mettrai dans les Oui. commentaires. Oui, parce que c'est un peu long comme adresse, c'est .com slash actualité-1787-1- clause abusive, etc. On le trouve sur Google, hein, euh, voilà. Donc, d'après la loi du 2 janvier 2002 et du décret du 26 novembre 2003, le lien contractuel entre la personne hébergée et l'établissement est constitué par trois documents. Il s'agit du contrat de séjour au sens strict, du règlement de fonctionnement et du contrat individuel de prise en charge. Il y a aussi un projet d'établissement qui était établi avec le Conseil de la vie sociale et il s'agit de conventions qui sont extrêmement réglementées. Alors, on peut parler de l'exécution maintenant du contrat. Alors, je dirais plutôt son inexécution. De la part de la personne hébergée, c'est plutôt le défaut de paiement. On a les enfants qui ne participent pas alors qu'ils s'y sont engagés. Et là, on se retrouve devant le tribunal avec autrefois, il y avait des possibilités d'expulsion de la personne protégée. Il y a eu du temps de Madame Delaunay, lorsqu'elle était une personne qui a été éjectée en référé judiciaire. C'est-à-dire le juge, ça l'a pas tracassé d'avoir à expulser une vieille dame de 90 ans de son EHPAD alors qu'elle n'était pas représentée. Donc l'établissement a quand même obtenu son expulsion. On est allé la chercher à l'hôpital et ça a fait un gros scandale. Donc je pense que maintenant, les établissements où les juges des référés seraient... Le juge des référés, c'est le juge de l'urgence, hein. Allez, on ne paye pas, hop, on est éjecté de son domicile. Et donc là, il ne faut pas exagérer. Le contrat de séjour est d'abord un contrat de soins. Par exemple, quand on a une difficulté avec une personne, l'établissement doit trouver, c'est à lui
de trouver un autre hébergement. Parce que il n'y a pas d'expulsion comme en matière locative, ce n'est pas un loyer, ce n'est pas les baux commerciaux, ce n'est pas les baux d'habitation. Ce n'est pas du tout cette jurisprudence-là, c'est une jurisprudence particulière qui relève du tribunal administratif s'il s'agit d'un EHPAD public, qui relève du code civil s'il s'agit d'un EHPAD géré par une association ou par un particulier commerçant. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté à cet égard. Ah oui, il s'agissait de la maison de retraite Beau Soleil de Chaville en janvier 2013. Voilà, pour ne pas la dénoncer. Alors, les autres motifs de rupture du contrat sont le non-respect du règlement d'établissement par la personne elle-même. J'ai eu des directeurs autrefois aussi d'EHPAD privés de Paris qui avaient une personne extrêmement fatigante et tellement difficile à vivre pour le personnel qui se la passaient les uns, ils la faisaient tourner dans les différents établissements pour soulager un peu leur personnel. Voilà. Bon, ça avait l'air de fonctionner à peu près bien comme ça, mais au moins ils étaient obligés de la prendre en charge, ils assuraient la continuité de sa prise en charge. Je ne sais pas si maintenant ça serait possible. Euh, En fait, le non-respect par la personne elle-même, il y a très peu de difficultés. En général, c'est le non-respect par le tiers, c'est-à-dire le fils un peu alcoolisé, j'ai eu le cas, qui vient s'installer dans la chambre de sa mère parce qu'il est en procédure de divorce. Il a été éjecté du domicile conjugal, donc il vient dormir chez maman. Bon, alors je crois que c'était en foyer logement, hein, c'était pas en EHPAD, mais enfin bon. Et donc, compte tenu de son état psychique aggravé par l'alcool, c'était vraiment difficile à vivre et c'était un non-respect du règlement. Mais le comportement de son fils n'a pas été mis à la responsabilité de la personne. La maman n'a pas été évincée de son hébergement parce qu'il a été considéré qu'elle n'était pas responsable de l'état de son fils et du comportement de son fils, qu'elle ne pouvait pas s'y opposer physiquement ni psychologiquement, et que c'était donc à l'établissement de faire respecter son règlement intérieur. Je pense que c'est un cas qui se produit de temps en temps. Voilà, donc j'ai eu le cas aussi d'une fille qui dérangeait l'EHPAD, et ça c'est assez fréquent, même encore maintenant, qui dérange l'établissement. Et là, nous verrons qu'il faut, quand on est en conflit avec l'établissement pour son proche, il faut vraiment faire appel à une médiation, mais nous verrons comment. Il y a aussi un scandale assez important contre lequel moi je m'oppose absolument, c'est quand, lassé du comportement des tiers, l'établissement fait appel au juge des tutelles pour faire nommer, remplacer la personne de confiance ou même le mandataire judiciaire par le juge des tutelles pour le faire remplacer par une association qui sera plus complaisante à l'égard de l'établissement. Et ça, c'est assez fréquent. Et je plaide, moi, que c'est une instrumentalisation de la justice et il faut quand même avoir un petit peu de sérieux. Le juge des tutelles est fait pour protéger la personne, il n'est pas fait pour protéger la tranquillité de l'établissement. Et c'est à l'établissement de gérer la situation, souvent d'ailleurs parce que le proche a des raisons de se plaindre de la manière dont la personne est traitée. Donc, vous voyez bien que certains juges des tutelles, alors que théoriquement, ils ne sont pas compétents, territorialement, enfin, si, territorialement, oui, mais judiciairement, non, il faudrait s'adresser à un juge du tribunal judiciaire, ne sont pas compétents pour trancher les litiges
sur le droit du contrat d'hébergement. Mais certains le font parce qu'il s'agit de la protection de la personne dont ils sont responsables. Alors, pour aller plus vite, dans les contrats de prestation de services à domicile, la rupture du contrat est plus facile parce qu'on peut, je pense maintenant, changer plus facilement de prestataire ou de mandataire. Donc, alors qu'en EHPAD, il n'y a pas de place, c'est un peu compliqué et c'est assez difficile. Voilà, donc il y a voilà, ce sont les manquements que l'on peut reprocher à la personne hébergée. Mais on a aussi beaucoup de manquements qui sont liés à la situation, aux professionnels et défaut de soins médicaux, plaie non soignée, perfusion mal branchée, non-surveillance de la prise des traitements, contention abusive pratiquée hors protocole, bracelet de géolocalisation destiné à empêcher de sortir au lieu de permettre la sortie, absence de soins de prévention comme la kinésithérapie, la balnéothérapie. Je vois à l'EHPAD de ma mère, il y avait une superbe baignoire de balnéothérapie, mais elle était encombrée de tout. Elle servait de réserve, elle ne fonctionnait jamais. Donc ça, c'est un problème quand même. Orthophonie, non prescrit, ou quelquefois prescrit, mais non effectué. Moi, j'ai une cliente qui relevait, qui était tutrice de sa mère et qui trouvait des paiements de kiné qui ne passaient jamais. Voilà. Donc, c'est assez. Là, il faut être extrêmement vigilant. Mais il y a aussi les abus de soins. Les abus de soins, délivrance de neuroleptiques ou de morphine pour calmer la personne et sa douleur, placement prématuré en unité d'hébergement renforcée. Et ces difficultés-là ne font qu'aggraver le déficit cognitif et pourraient maintenant être remplacées par un accompagnement plus personnalisé qui ferait du bien à la personne. La loi réglemente la contention, la géolocalisation, la prescription neuroleptique, mais la loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 qui définit tout cela n'est pas suffisamment respecté. Défaut dans l'organisation aussi de la vie quotidienne, repas à des heures inadaptées, nourriture peu agréable, repas froids, fruits rares et mauvaise qualité, personnel peu disponible. Alors là-dessus, sur le personnel peu disponible, depuis le confinement, on a quand même constaté un aménagement, c'est-à-dire que comme on n'a pas le temps de faire manger les personnes en EHPAD, les proches sont souvent délégués pour faire manger les aidants sont souvent délégués pour faire manger, donner les repas, en tout cas les deux derniers, celui le goûter et le dîner, le soir, voilà. Ils sont autorisés à raser. J'ai une épouse, elle était autorisée à raser son mari, le brossage des dents, qui quelquefois pose réellement problème les petits soins comme ça, les soins de confort, sont souvent délégués aux proches et c'est une très, très, très bonne chose puisque le personnel n'a pas le temps de s'en occuper et il vaut mieux lui réserver son temps à celui qui n'a pas de proches pour effectuer toutes ces tâches. Et donc, voilà. Donc, théoriquement, ces soins relèvent de la compétence de l'établissement, mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer et participer de manière volontaire à ces choses-là. Mais attention, par exemple, le mixé, qui doit empêcher les fausses routes, fait partie du soin. Par conséquent, si une personne donne des morceaux, donne à manger, il faut que ça soit noté dans le projet individualisé de fonctionnement. Voilà, alors, sur ces précisions-là, le contrat
peut recevoir des modalités. Alors, lorsque le majeur et la personne qui doit être hébergée est protégée, c'est le juge des tutelles qui décide du transfert du domicile en établissement et il faut un certificat médical, quoi qu'il en soit. Habilitation, mandat de protection future, tutelle, curatelle, il faut ce certificat. Mais la loi est claire, on doit rester à domicile aussi longtemps que faire se peut. Alors, bon, en général, le juge autorise à partir du moment où il y a un certificat euh, médical. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Euh, voilà, donc les cas de conflit, parce que en fait, c'est le plus difficile à gérer. Selon l'article 459-2 du Code civil, le juge des tutelles n'est compétent que pour le passage du domicile en institution et il ne l'est pas pour les autres cas. Euh, donc, le conflit peut être géré d'une autre manière. Je ne voudrais pas abuser de votre temps et rentrer dans les détails. On va voir quelles sont les solutions possibles. Les solutions possibles. Alors, je rappelle que le contrat d'hébergement et de service est un texte qui relève du Code civil et qui est régi par le contrat en général. Il doit être négocié, signé et exécuté de bonne foi. Il doit être conforme à l'ordre public. Il y a une obligation d'information de la personne avec une annexe qui est destinée à garantir l'exercice de ses droits. Et il doit s'accompagner d'un contrat individuel de soins euh, auquel la personne, autant que faire se peut, doit collaborer, ainsi que ses proches, ou le représentant quand il y a une mesure de protection. Cette annexe au contrat de séjour vient d'être renforcée par la nouvelle loi là, du 10 avril, du 4 15 avril non, oui, du 15 avril 2000, du 10 avril 2024, 10 avril 2024. Mais je ne crois pas que le texte ayant changé, ça nous apporte beaucoup sur le plan pratique. Je ne suis pas certaine qu'il y ait grand-chose de plus sur ce contrat individuel, sur ce document individuel de prise en charge, sur lequel il faut être extrêmement vigilant parce que très souvent, il ne porte que sur le soin, mais le soin. Alors qu'en réalité, pour moi, il doit aussi porter sur les activités proposées, sur les modalités d'hébergement. Et voilà. Donc, la personne doit participer directement à sa conception et à la mise en œuvre du projet. Alors, comment faire respecter amiablement les obligations d'établissement ou du service? Alors, le responsable, c'est le directeur de l'établissement, qui lui est dans une situation extrêmement difficile parce qu'il est lui-même salarié d'un organisme dont il dépend. Et en même temps, il est l'employeur de tout le personnel de l'EHPAD. Et là, dans un but qui touche un tiers, c'est-à-dire la personne hébergée et sa famille. C'est une injonction paradoxale sur laquelle beaucoup de directeurs ont énormément de difficultés. Alors, quand on a une difficulté, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, établir un constat objectif des faits. Ça ne sert à rien de dire oui, c'est scandaleux, c'est choquant, etc. Il faut dire voilà, tel jour à telle heure, si possible, j'ai constaté tel événement. Voilà. Et ça permet de présenter une réclamation précise et circonstanciée avec calme et respect du travail des professionnels afin de chercher à résoudre la difficulté immédiatement sur le terrain.
Parce que ce n'est pas parce que vous allez monter sur vos grands chevaux et aller devant le tribunal, etc., concernant une personne, que ça va arranger la situation tout de suite sur le terrain. Donc, ce qui est important pour la personne hébergée, c'est que les problèmes soient réglés tout de suite sur le terrain. Si la réponse est de mauvaise foi, il faut alerter le supérieur hiérarchique de la personne, enfin du professionnel en cause, et toujours établir un compte-rendu de la conversation qui permettra de dater et d'objectiver la remarque. On parle, on discute, et puis, bon, ça se perd dans les méandres. Ah ben oui, mais vous avez dit ça, mais non, vous n'avez pas dit ça, etc. Donc, on en arrive à une discussion. Tandis que si vous faites par mail, par exemple, un petit compte-rendu, voilà, d'où nous sommes vus, j'ai évoqué ce problème et vous m'avez répondu que, si la personne n'est pas d'accord sur ce que vous avez écrit, c'est acté et maintenant vous avez objectivé ce qu'elle vous a dit, la réponse qu'elle a formulée. Ensuite, vous passez au cran supérieur, la direction. Vous pouvez aussi faire intervenir un tiers. Alors, l'agence régionale de santé. On a de gros problèmes avec les ARS qui font des enquêtes souvent sur dossier. Alors, le dossier, il est nickel, hein. Il n'y a pas de souci, parce qu'il peut être corrigé à tout moment, le temps que… Alors, il est nécessaire d'envoyer des photos, d'être précis et extrêmement circonstancié. Vous pouvez aller voir le conciliateur de justice du tribunal de proximité compétent pour le lieu de résidence, qui peut intervenir pour un lieu de contentieux. C'est un lieu de médiation. Vous avez aussi le professionnel qualifié qui devrait qui devrait exister dans tous les départements concernant le droit de la santé. Mais moi, là, j'ai un blanc parce qu'il y a beaucoup de départements où ça n'existe pas, où on ne sait pas. Et puis, il faut beaucoup s'en méfier parce qu'il est là pour faire tomber la pression. Il n'est pas du tout là pour résoudre les problèmes. Alors, on peut signaler des dysfonctionnements au département. Quand on envoie une plainte à l'ARS, on peut aussi, parce que le département, c'est l'organisme financeur. Donc, il a quand même besoin, il a des pouvoirs de sanction. Donc, il est important de contrôler l'usage qui est fait de l'argent public. Vous avez aussi un service spécialisé à la direction, la DRETS. Alors, ça s'appelle la DRETS, D-R-E-E-T-S, du département, qui, lui, contrôle les professionnels. Et enfin, vous pouvez aussi adresser une plainte au procureur de la République en espérant qu'il y donnera suite. Mais tout de même, il y a quand même une solution qui est beaucoup plus intéressante parce que dans chaque contrat maintenant, vous devez avoir une clause de médiation obligatoire parce que c'est un contrat. Alors, cette clause de médiation obligatoire qui renvoie vers le centre de médiation de la DGCCRF, c'est une clause qui ne porte que sur le contrat et sur les questions financières. Il n'en reste pas moins qu'il y a un service de médiation qui est lié au contrat de séjour, au contrat d'hébergement, et que dans ces conditions, vous pouvez très bien saisir le médiateur de la consommation pour mettre les médiateurs de la consommation pour entrer en médiation avec l'établissement. L'adresse, c'est AME Conso, Angela Albert, présidente, je crois qu'elle l'est toujours, c'est une avocate du barreau de Paris. Angela Albert, A-L-B-E-R-T, 11 place Dauphine, 75 053 Paris CEDEX 01. Et son site internet est www.médiationconso tout attaché -ame.com. Il faut une réclamation préalable auprès d'établissements, bien sûr, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et le recours au médiateur de la consommation est gratuit pour le résident ou son représentant légal et il relève de l'article L611-4 du Code de la consommation. Alors évidemment, il n'est pas compétent
pour les litiges portant sur les questions médicales ou les questions relatives aux soins. Il n'en reste pas moins que pour tout ce qui touche au contrat, c'est-à-dire les conditions d'hébergement, etc., il peut l'être. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir une médiation, parce que là encore, je répète, ce sera beaucoup plus facile d'avoir une médiation. Attention, hein, une médiation bien organisée avec des professionnels de la médiation, comme le sont les avocats, par exemple. Vous avez des systèmes de médiation dans chaque barreau, pratiquement, où vous écrivez au bâtonnier et vous demandez la liste des médiateurs et vous pouvez choisir un médiateur. Euh, c'est très important de pouvoir se référer à une possibilité de médiation que on arrive à imposer en matière de majeur protégé aussi. Autant la personne peut peut-être ne pas participer à toute la médiation parce que ça lui pose problème, parce qu'il y a des conflits entre ses enfants, parce qu'il y a des difficultés avec l'établissement dont elle est le sujet et ça la perturbe énormément. Il n'en reste pas moins qu'à son propos, à son sujet, on peut organiser une médiation, y compris sous l'égide du juge des tutelles. Alors les juges des tutelles ne veulent pas ordonner des médiations. Ils laissent les personnes, les proches, s'en charger, mais c'est une solution qui doit être envisagée. Nous sommes enfin, pour en terminer, sur les nouveautés. Nous sommes en train d'essayer d'organiser au barreau de Paris une formation de professionnels pour le recueil du consentement de la personne. Quand la personne est en EHPAD, très souvent, elle n'est plus apte à consentir ou au moins à s'exprimer verbalement sur son consentement et qu'il y ait un tiers qui soit indépendant et qui puisse recueillir son consentement. Pourquoi? Parce que l'établissement est en conflit d'intérêts. Le proche, la membre de la famille est en conflit d'intérêts, il veut ce qu'il veut, mais le mandataire est en conflit d'intérêts parce que lui aussi, bon, il ne veut entendre que ce qui l'arrange. Donc, si vous voulez savoir ce médiateur, nous sommes en train d'y travailler, avoir un auditeur qui est professionnel chargé de recueillir le consentement de la personne serait un progrès important pour éclairer le juge des tutelles, pour éclairer les proches et surtout pour faire savoir ce que la personne veut ou ne veut pas. Vous l'avez souvent constaté, sans doute, votre proche considère et dit beaucoup plus ce qu'il refuse plutôt que ce qu'il veut. Parce que de toute façon, ce qu'il veut, c'est pas possible, très souvent. Mais en revanche, ce qu'il ne veut pas, pour lui, c'est très clair. Donc, c'est très important et nous essayons d'y travailler au barreau. Voilà. Alors maintenant, c'est un peu rapide tout cela. Si vous avez des questions plus personnelles à poser, alors je peux résumer, hein, que doit contenir un contrat? Le contrat de séjour, il doit contenir les conditions générales et particulières, les prestations fournies par l'établissement, le rappel des articles du Code de la santé publique qui s'appliquent sur le recueil du consentement, etc., etc. Je ne vais pas vous les énumérer. L'état des lieux en annexe. Quand on arrive, il faut faire un état des lieux, comme dans tout hébergement. Alors, ne pas laisser les bijoux de maman. Au bout de 10 ans, les filles sont pas à la mort de leur mère, ils n'ont pas retrouvé les bijoux de leur mère qui étaient soi-disant au coffre de l'établissement. Enfin, quelle idée! Quelle idée de laisser pendant 10 ans des bijoux de famille au coffre. On laisse les bijoux qui servent. Bon, ma mère, elle avait son alliance, son petit collier qu'elle aimait bien. Et puis voilà. Hein, ou puis peut-être aussi ce qu'elle mettait le dimanche pour être un peu plus habillée. Voilà. Donc, euh, il doit y avoir un inventaire et un état des lieux et le formulaire de choix des prestataires de santé, étant entendu que le médecin coordonnateur n'est pas le médecin de la personne. Comme il y a beaucoup de difficultés à trouver un médecin qui vienne en EHPAD, c'est assez difficile. Alors, vous voyez, sur ces contrats,
Voilà, ce contrat, il fait 27 pages. Il est extrêmement complet, hein. Désignation de la personne de confiance. Pour la personne seule, on l'invite à donner ses directives de fin de vie qui vont être euh, euh, de plus en plus nécessaires si la nouvelle loi passe. En tout cas, exiger les soins palliatifs en EHPAD, l'entrée en soins palliatifs, qui permet le retour à domicile aussi, hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, il y a toute une partie réglementaire. C'est le code de la santé publique. Il est extrêmement bien fait. C'est là qu'on trouve l'adresse de l'association de médiation. Euh, il y a tout l'inventaire, le coût des prestations, le choix des prestations. Alors là, vous voyez par exemple, il y a une réduction sur la chambre en unité de soins adaptés. On peut peut-être négocier, je ne sais pas, ou le tarif a changé, je ne sais pas. On peut accepter certaines prestations, refuser les autres. Voilà. Théoriquement, le résident doit signer, ce qui n'est pas évident. Il y a les résiliations en cas de décès, il y a les résiliations pour défaut de paiement. Tout cela est grandement expliqué. Et ce modèle, je ne sais pas, je vais essayer de travailler avec l'association des directeurs d'établissement pour que ce modèle soit généralisé dans tous les établissements, parce que vraiment, c'est un groupe privé et il vient d'un groupe privé et il est très intéressant. Il me paraît très complet, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les contrats qui sont parfois anciens et qui ne sont pas mis à jour. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va clôturer avant les questions. Je vous invite à préparer vos questions et je vais finaliser cette visioconférence et on arrêtera l'enregistrement pour que vous puissiez ouvrir vos micros et vos caméras. Hop, donc nous voilà ici. Je vous invite donc à remplir le questionnaire de satisfaction. Je vous mets le lien dans la barre de conversation. C'est important que vous répondiez à ce questionnaire pour que nous fassions un retour à nos financeurs, mais également à nos intervenants pour Oui, 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 on a leur... besoin de savoir si Oui, ça va voilà. ou si ça va pas, hein, quand même. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas? Et qu'est-ce que vous attendiez de plus ou qu'est-ce que vous attendrez pour des prochaines visioconférences? Sur cette diapo, vous avez donc tous les projets de Gwendoline Cotrez et de Movadom. Donc la chaîne YouTube où vous pourrez retrouver tous nos replays. Le lien pour les inscriptions, c'est go.movadom.com/visio. Et puis sur movadom.com, vous pouvez télécharger gratuitement le livre audio et les podcasts sur les déménagements pour les seniors. Et si vous avez d'autres questions, un petit mail à contact@movadom.com. Et je remercie une dernière fois la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne et la CNSA. Et je remercie également Marie-Hélène, Iserne-Réal